Donc, on va accueillir en fait Antonin Gallien, qui est responsable technique et agronomique chez Greencell et agronomie chez Greencell, qui va nous parler du rôle des micro-organismes dans la lutte contre le stress hydrique. Donc, dans un premier temps, Antonin va nous faire un focus sur ce monde invisible que sont les micro-organismes. Et puis ensuite, on parlera du rôle que peuvent jouer justement les micro-organismes dans la gestion du stress hydrique. Donc, Antonin, ben, je te laisse la parole. Je te fais passer ta première slide et n'hésite pas à me demander la slide suivante quand tu en as besoin. Ça marche. Et ben d'abord, on va remercier de la part de Ahmed et moi-même, hein, de Greencell, on remercie Kinao et tous ceux qui ont pu rendre ce webinaire possible. Et vous tous d'être présents aujourd'hui, donc ça fait très plaisir de pouvoir échanger avec vous. Donc effectivement, je vais commencer en parlant des micro-organismes, hein. Ce qui est intéressant avec les micro-organismes, c'est que c'est un nom évidemment inventé par l'humain et donc un regroupement fait par l'humain. Alors là, les cercles ont légèrement bougé, mais ce qui est intéressant, c'est que les micro-organismes, ça comporte les bactéries et les champignons. Donc les bactéries qu'on peut voir avec le cercle bleu, qui sont vraiment à un bout de l'arbre phylogénétique du vivant, et les champignons qui sont donc juste au-dessus du cercle marron en fungi et qui sont donc clairement à l'autre bout de cet arbre phytogénétique et qui sont donc bien plus proches des animaux, donc de nous, et des plantes que des bactéries. Donc on se retrouve avec des organismes qui sont extrêmement différents et pour autant qui vont être complémentaires et que bah, l'humain a regroupé ensemble. Diapo suivante, s'il te plaît. Merci. Donc effectivement, hein, ces organismes sont très différents et ils le sont également dans leur, bah, bien évidemment, dans leur monde de développement, de reproduction et dans leurs fonctions qu'ils vont exercer après dans les différents environnements dans lesquels ils seront. Donc effectivement, les champignons, eux, on se retrouve sur, comme on l'a dit, une proximité avec les plantes notamment, puisqu'on va avoir à peu près le même système de reproduction avec une production de spores qui vont être un peu équivalent des graines chez les plantes. Ces graines, donc ces spores, vont se retrouver dans un substrat, en général le sol, et vont germer et créer des hyphes qui sont en fait un peu l'équivalent de racines. Qui vont en faire de plus en plus comme des filaments, et ces filaments vont in fine former un mycélium, qui est donc globalement, on peut dire, l'appareil, un peu l'appareil racinaire de ces champignons, et qui est, bah, comme on a pu tous le voir à un certain moment en forêt, c'est ce genre de cheveux blancs qu'on peut retrouver sur du bois mort, voilà, sur des restes comme ceci, ou parfois sur des aliments qui ont passé un petit peu trop de temps à un endroit où il ne fallait pas. Et ensuite, on va avoir un appareil reproducteur qui va se développer, qui va être un peu l'équivalent de bah, la tige, la fleur chez la plante. Cet appareil reproducteur, c'est là où on va retrouver donc, les spores, les graines, etc. C'est sur les gros champignons ce que l'on mange en général. Donc on a voilà, ce fonctionnement qui est vraiment très similaire à une plante, et de l'autre côté, on a les bactéries qui, elles, vont avoir un développement qui va être plutôt comme du clonage, en fait, avec un dédoublement des organites et des différents éléments qui composent la bactérie, et ensuite une séparation pour retrouver deux bactéries différentes. Donc on voit que ces modes de développement, ils vont être différents aussi bien voilà, sur l'aspect de ce dont ils vont avoir besoin, mais également en termes de temps, hein. Une bactérie va se reproduire en général bien plus rapidement qu'un champignon. Diapo suivante, s'il te plaît. Merci. Et effectivement, les micro-organismes, pourquoi s'intéresser à eux? Ben, parce que tout simplement, ils constituent ce qu'on appelle le microbiote. Un microbiote, c'est en gros différents groupes de micro-organismes qui vont exercer des fonctions dans un environnement donné. Et ces microbiotes, depuis une dizaine, voire plusieurs dizaines d'années, c'est des organismes enfin, beaucoup d'études s'intéressent à ce sujet du microbiote. On peut commencer par le microbiote. En fait, le microbiote va avoir un fonctionnement qui va être d'abord, si on observe le cercle du milieu, on va avoir un recrutement de ce microbiote par l'hôte, on va dire, ou par l'environnement en tout cas présent. Ces micro-organismes qui vont être recrutés vont se lier à cet organisme, à cette hôte, se développer, grossir, et ensuite créer eh ben, tout simplement différents groupes, comme vous pouvez le voir sur l'image, avec des couleurs différentes. Ces différents groupes vont avoir différentes fonctions, avec différents entre guillemets, territoires et différentes interactions avec les autres groupes aussi. Et ensuite, bah, tous ces groupes ensemble, mélangés avec leurs interactions, vont créer un impact chez l'hôte,
positifs ou négatifs, hein, parce qu'il y a les maladies qu'on peut nous recevoir, les pathogènes chez les plantes, chez les animaux, etc. Et aussi tout ce qui est bénéfique. Et donc, en général, le microbiote, on imagine un peu l'aspect One Health qui débute par le sol. En fait, on va avoir un microbiote pardon, au niveau du sol, avec voilà, toute la diversité de micro-organismes qu'il peut y avoir, qui va donc rencontrer les plantes. Ces plantes vont libérer des signaux chimiques, etc., pour recruter certains types de micro-organismes qui vont être différents au fur et à mesure, déjà différents en fonction des plantes, des variétés de plantes, des sols, des terroirs, mais également différents au fur et à mesure du fonctionnement de la plante et de ses besoins, par exemple au niveau du stress hydrique ou autre. Ensuite, eh ben, tout simplement, on va avoir des organismes qui vont se nourrir de ces plantes, etc., hein, les animaux comme les vaches, comme nous. Et donc, ces micro-organismes, eh ben, on va aussi les retrouver au sein de ces êtres vivants. Au niveau du rumen, qui est un peu l'équivalent de l'estomac et de l'intestin pour la vache. Et nous aussi, le microbiote intestinal, c'est quelque chose qui est très étudié pour la santé humaine. Et donc, voilà, c'est un peu ce principe de One Health qui utilise qui se base sur le microbiote et sur les différents impacts que vont avoir ces microbiotes sur les différents organismes présents dans ce cercle de la vie, on va dire. Diapo suivante, s'il te plaît. Super, merci. Et donc, c'est pourquoi nous, on va s'intéresser aux micro-organismes. Bah, on a vu hein, qu'ils étaient vraiment présents à tous les niveaux de la vie, mais qui vont l'être bon, spécifiquement au niveau des plantes, tout simplement parce que les bactéries et les champignons peuvent faire de la biostimulation et du biocontrôle. La biostimulation, en général, on regroupe tout ce qui va être aspect nutrition, croissance, développement, structuration du sol. Donc là, dans ces aspects-là, les champignons sont en général très forts sur la structuration du sol, la dégradation des matières organiques, donc des matières mortes, hein, des restes de culture, des fruits, des animaux morts, etc. Euh, et les bactéries vont être très impliquées sur la solubilisation des éléments, donc vraiment un aspect nutrition avec l'azote, le phosphore, le potassium, qui sont des enjeux majeurs en agronomie, mais également avec l'eau, hein, comme on va le voir après. Et puis, bon, ces bactéries et champignons sont également capables d'exercer des fonctions sanitaires, on va dire, donc du biocontrôle, où là, c'est vraiment, on prend l'épée et on va attaquer le pathogène pour l'empêcher de venir gêner notre hôte qui nous apporte quand même des petits éléments sympas. Voilà. Donc, c'est ces deux aspects-là qui sont hyper importants avec les micro-organismes et qui ont été observés comme étant vraiment phares dans le développement et dans l'aspect rendement des plantes. Donc, je vais juste reprendre la main. Du coup, merci Antonin pour la prochaine. On va vous refaire travailler. Donc, pour la prochaine activité, avant de relaisser la parole à Antonin qui va nous parler en fait du rôle des micro-organismes plus en détail dans la gestion du stress hydrique. Donc, la prochaine question, elle est pour vous et on va vous interroger sur quel est, à votre avis, le plus gros impact du stress hydrique sur les cultures. Donc, avant même, hop, je lance l'activité. Avant même de travailler sur comment on peut lutter contre ce stress grâce aux micro-organismes, quel est le plus gros impact du stress hydrique sur les cultures? C'est à vous. Effectivement, hein, c'est en général la première chose qui vient à l'esprit, c'est celle qu'on voit en plus gros et qui est même globalement reprise, qui constitue, je pense, 80% des réponses, c'est l'aspect rendement. Effectivement, l'aspect rendement, c'est la première chose qui vient à l'esprit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a toutes les autres réponses qui sont euh, un peu moins présentes, je dirais, hein, ou qui ont été un peu moins données, et ben, tout simplement, c'est on va dire, les effets qui engendrent ces pertes de rendement. Donc, ouais, on a des réponses qui sont globalement tout à fait ce qu'on retrouve quand on en parle avec les agriculteurs, avec les acteurs du monde agricole. Donc, on se retrouve là-dessus. Et effectivement, je pense qu'après, sur les diapos suivantes, on va pouvoir reprendre ça, mais on est sur ces aspects-là. Et effectivement, voilà, donc j'ai fait une première diapo sur le stress hydrique. Bon, je vois qu'il y a quand même pas mal de connaisseurs, donc je vais aller relativement vite sur cet aspect-là. Mais bon, là, nous, quand on parle de stress hydrique, on s'intéresse au stress hydrique, je dirais la pénurie d'eau. Donc, des demandes en eau qui sont supérieures à la ressource en eau. Parce qu'il y a bien sûr le stress hydrique inverse, hein, qui arrive de temps en temps, mais qui n'est pas forcément le cas, je pense, des partenaires de ce projet, hein, qui sont plutôt basés en Espagne, en Grèce et à Perpignan. Bon, voilà, on va plutôt s'intéresser à la pénurie d'eau.
Mais effectivement, le stress hydrique, on le voit comme un problème plante, alors qu'en fait, c'est un problème qui commence du sol, hein. Effectivement, c'est des réserves qui vont être suffisantes ou non euh, pour des besoins d'une plante à un instant T. Et bien évidemment, une plante sur ce sol avec les réserves qui sont présentes peut être en stress hydrique quand une autre plante n'y sera pas. Donc effectivement, les mesures les plus fréquentes sur le stress hydrique, c'est par des sondes et effectivement aussi possiblement par le potentiel hydrique, la conductance stomatique. Donc le potentiel hydrique, c'est une mesure physique hein, qui est globalement l'attraction d'une solution ou d'un organisme par rapport à l'eau. J'ai tendance à prendre l'exemple d'une éponge, hein, une éponge toute sèche qui est sur le bord de l'évier. Quand vous la posez dans l'eau, tout de suite, l'eau, elle va l'aspirer, etc. C'est un peu le même principe que le potentiel hydrique pour des solutions. La conductance stomatique, c'est un peu le même esprit, c'est les pores donc, qui sont sur les feuilles qui vont se fermer pour limiter les échanges gaz et eau entre la plante et l'atmosphère, et donc conserver l'eau dans la plante. Les autres mesures, je vais y aller assez peu, mais la discrimination isotopique, mais la méthode de l'APEC, c'est voilà, une méthode qui permet, surtout en vigne, d'observer le développement de la vigne. Et donc, on voit là, le stade P, c'est une vigne qui est en bon développement. Donc, son bourgeon apical, le dernier bourgeon qui est en train de se développer, va vraiment se développer facilement. Que quand on est sur un stade où il y a un peu de stress, il va se développer moins, on va avoir moins de ramifications. Et à un stade de gros stress hydrique, on a plus de développement. Mais en fait, tout ça, c'est des mesures qui sont plutôt des symptômes plutôt que la mesure réelle du bilan hydrique, qui est donc la réserve en eau dans le sol. La diapo suivante, s'il te plaît. Et donc, bah, pour reprendre la question qui était précédemment, l'impact du stress hydrique, eh ben, cet impact-là, euh, il va être extrêmement variable. Comme vous l'avez dit, et vous avez tous raison, hein, globalement, c'est le rendement. Et après, il va y avoir, selon les cultures, en fait, différents impacts à différents moments. Quand on prend l'exemple du maïs qui est à gauche, eh ben, le maïs, on voit que sa sensibilité au stress hydrique, elle est la plus forte entre juillet et août. Incroyable mais vrai, c'est également le moment où il fait le plus chaud. Et en général, comme vous pouvez le voir sur la ligne orange un peu plus bas, on a des risques de sécheresse qui sont les plus forts et les plus fréquents. Mais si on prend la ligne juste au-dessus, qui est la ligne verte avec l'élaboration du rendement, ben on voit aussi qu'il y a des facteurs de rendement qui sont très importants à ce moment-là, au moment où les besoins en eau sont élevés, et en plus de ça, on a peu de réserves. Donc on pense tout de suite effectivement au rendement, ce ne sera jamais une mauvaise réponse. Mais voilà, comme certains l'ont dit, il y a aussi l'aspect vitalité, l'aspect mort de la plante, germination, hein, bien sûr, au moment du semis, etc. Donc, bien sûr, sur des cultures de printemps, bah, c'est plus le problème. Sur des vignes, évidemment, la germination, c'est un problème qui est assez ponctuel. Euh, mais voilà, donc on se retrouve sur forcément des facteurs de rendement. Par exemple, là, le nombre de rangs par épi, d'épis par plante, le nombre de grains par épi, donc des composantes de rendement ultra importantes. Euh, et sur la vigne, à l'inverse, sur le graphe de droite, eh ben, on se retrouve on sait que une bonne partie du rendement est fabriqué et aussi dépendant de la mise en réserve à l'automne précédent. Donc, bah, on sait que les besoins en eau, c'est très important, surtout, bah, encore une fois, pendant l'été, hein, au moment où il y a des gros risques, mais ce sera peut-être plus impactant sur un aspect vert, un aspect maladie, comme ça a été dit également, hein. Un excès d'eau ou un retrait d'eau, bah, ça peut aussi affaiblir globalement la plante qui va donc plus facilement subir ce genre de stress de stress biotique. Diapo suivante, s'il te plaît. Et donc, là, je vais finir, moi, ma partie sur le rôle des micro-organismes dans le stress hydrique. Les micro-organismes, ils vont avoir un rôle préventif. Le rôle préventif, ça va être, comme on l'a vu précédemment, hein, les champignons notamment avec leur capacité à structurer le sol. Donc à créer des porosités. Donc créer des porosités, en fait, ça va être créer des sortes de petits trous dans le sol. Encore une fois, un peu l'image de l'éponge, hein. Ces petits trous dans le sol vont permettre déjà à l'eau de s'infiltrer, de rentrer dans le sol. Mais en plus de ça, en créant ces porosités, c'est en général en développant leur if et mycélium, donc l'espèce de système racinaire qu'ils vont avoir. En développant ce système-là, on va avoir aussi des endroits où on va avoir une rétention de cette eau. Donc on va être capable d'infiltrer l'eau, mais aussi de la retenir, et
et au niveau des racines, puisque ces micro-organismes font beaucoup d'échanges et se trouvent notamment au niveau des racines. Et ensuite, le deuxième aspect qui est vraiment préventif, c'est la production de molécules qui vont retenir cette eau. Et il y a d'abord les exudats qui vont être des zones d'échange entre les racines et les micro-organismes, qui vont être des solutions un petit peu liquoreuses, un petit peu sirupeuses, qui vont donc retenir l'eau à ces endroits-là. Et les exopolysaccharides, qui sont des sucres de même genre, un peu liquoreux, sirupeux, qui vont également retenir les micro-organismes sur ces zones ici. Les micro-organismes, pardon, l'eau dans ces zones-là, et donc permettre à la plante, mais aussi aux micro-organismes, d'utiliser cette eau résiduelle. Je vais laisser Ahmed reprendre la suite pour le rôle plutôt J'avais une curatif. petite slide sur c'est Ahmed sur le rôle curatif, très bien. Oui, Ouais, pardon. pour la partie curative, la plante met en place plusieurs mécanismes en fonction de plusieurs stades de sévérité des problèmes. Soit en jouant sur l'ajustement osmotique ou l'accumulation des osmolytes, etc., des racines, ou on a, par exemple, au niveau de base de la tige aussi, il y a la production de proline qui permettent de résister au stress et libération des molécules au niveau des racines, comme il a dit tout à l'heure Antonin, qui permettent de recruter des micro-organismes qui aident la plante à gérer le stress. Ces micro-organismes peuvent tapisser le réseau racinaire de la plante en sécrétant des molécules, par exemple des polymères. On a des OPS, des exopolysaccharides et d'autres molécules. On a des acides organiques. On a aussi des polymères type gamma-PGA qui permettent aussi de protéger la racine contre le stress et aussi de récupérer, de garder l'eau au niveau des racines. La plante peut jouer aussi un rôle dans la gestion du potentiel osmotique. Le potentiel osmotique, c'est la capacité à recruter de l'eau, garder de l'eau, ou l'absorber. Normalement, la partie intérieure de la racine doit être en plus négatif par rapport à ce qui est au niveau du sol pour capter de l'eau, pour l'absorber. Et aussi dans les différentes parties. Donc l'eau, il passe de la partie le moins négatif au plus négatif. Et la plante aussi peut jouer un rôle dans la protection contre dans ces conditions-là de stress. Il y a des protections des radicaux libres qui attaquent les parois et endommagent la plante. Donc la plante produit des enzymes et des molécules contre le stress oxydatif. Il peut aussi jouer sur la régulation génétique ou en augmentant la production des protéines, de l'acide, des acides et des molécules anti-stress. Et aussi, ils peuvent reculer la longueur des racines pour aller chercher de l'eau dans les parties les plus profondes en production plus de méthyljasmonate ou de l'oxine ou des composés indoliques. Il y a aussi une théorie de ce qu'on appelle le cry for help dans le stade le plus avancé, où la plante elle est vraiment en stress, donc elle ne peut pas réguler physiologiquement pour combattre le stress, et elle sécrète des molécules au niveau des racines pour recruter et envoyer des signaux comme quoi il est en stress, donc pour récupérer que les micro-organismes, recruter des micro-organismes, soit des micro-organismes qui sont endophytes ou ectophytes, c'est qui sont à l'extérieur aussi, qui permettent d'aider la plante à combattre le stress, par exemple les mycorhizes ou les bactéries ou les champignons filamenteux. Eh bien, merci. Après, Merci. après c'est la partie suivante. Ouais, avant de partir sur la culture, Donc, je vais reprendre la parole 2 petites minutes, Ahmed, pardon. Donc déjà, premier élément, est-ce que sur cette première partie, il y a des questions dans la salle, j'allais dire, mais dans l'assemblée en ligne? Est-ce qu'il y a déjà des questions pour Antonin et Ahmed avant de passer sur les autres séquences? Je regarde. Manon, qui est la maître des questions. Non, Visible. pour l'instant, pas de questions. Pas de questions. Bah, on va du coup
effectivement enchaîner. Merci beaucoup pour cette première partie. Je vous indique juste que la plupart des notions qui ont été très bien expliquées là sur cette première séquence, vous allez les retrouver dans la première formation du projet MSRA sur My Green Training Box. Donc n'hésitez pas à aller vous poser pour aller voir aussi approfondir ces notions-là. Et donc là, maintenant, on va rentrer sur deux séquences très fondamentales et très importantes. On s'est bien rendu compte qu'effectivement, on avait un rôle très important qui est joué par les micro-organismes, je dirais in situ, hein, dans la gestion du stress hydrique. Et maintenant, on va aborder deux questions que sont en fait, à partir du moment où on a mis la main sur des souches qui étaient intéressantes, et ben, comment on fait pour arriver à développer ça et à devenir des produits. Donc, on va avoir une première séquence qui est la partie culture des micro-organismes. C'est pas parce qu'on a identifié des souches, vous allez voir qu'il est forcément facile de les cultiver et encore moins de les cultiver à une échelle industrielle. Donc, Ahmed va nous expliquer tout ça. Et ensuite, eh ben, avec Pascal, on abordera toute la partie réglementaire.